Oui, pour enchaîner, j'aurais une position évidemment un peu plus critique sur les exemples que tu as donnés, notamment pour couvrir le XXe siècle et ouvrir la question de l'art contemporain, parce que c'est la question de l'art et de l'art contemporain quand même, ou de la société contemporaine qui t'intéresse. Non. Et donc, par exemple, toutes les références que tu as faites, que ce soit d'Adorno, Braque ou l'expressionnisme, tu passes effectivement d'une forme d'art à une autre, tu pars d'un thème thématiquement assez prégnant, hein, où la mort et la vie sont très présents, où le hareng, bon, par son odeur aussi, fait question, métaphoriquement, mais on voit quand même, selon moi, qui suis donc à la fois peintre et philosophe de formation, ce que je trouve être une division plutôt originaire, et ce que j'avais développé dans ton séminaire l'année dernière sous le nom de plastique pure, dans la mesure où, par exemple, un objet quotidien pour les impressionnistes, c'est pas un objet spécialement subversif, bas, ça ne fait pas d'un matérialisme de bas, hein, au sens du matérialisme bas d'une certaine littérature, baroque notamment. Il s'agit au contraire d'étudier une forme et d'en créer une autre à partir de là. Et si on sait que, par exemple, quelqu'un comme Breton n'appréciait justement pas Cézanne, c'est qu'il ne faut pas oublier, il détestait Cézanne parce qu'on ne peut rien faire du tout pour lui. Parce que ce qu'il aimait, c'était effectivement des peintres qui étaient attachés à une expression plus littéraire de l'image, comme tu sais, donc Magritte, Chirico, qui ne sont pas des inventeurs de forme, qui sont plutôt des inventeurs d'image. Je me rappelle, l'année dernière, j'avais fait une sorte de ligne de partage qui était peut-être un peu polémique, enfin qui était destiné un peu à éclaircir la rupture qui pouvait exister, notamment autour de Duchamp et du dadaïsme, entre une peinture de forme, qui inclut l'abstrait, qui inclut l'expressionnisme, et puis une peinture, comment dirais-je, d'image, de sens, et qui pouvait d'ailleurs ne plus être peinture du tout, qui pouvait investir l'espace de la visibilité concrète, donc passer à l'installation, comme tu l'as dit. Mais c'est quelque chose qui a été justement pointé par quelqu'un comme Adorno, qui s'est formidablement méfié, d'une manière très critique, de ce passage à la sortie de la peinture, ou du moins à la sortie des arts, de leur travail spécifique sur le matériau. Pour lui, l'art devait être formel, et il stigmatisait, au nom justement d'une réification véritable, un art qui devenait happening. Pour lui, c'était peut-être le compte de la réification. Donc on a un certain nombre d'auteurs radicaux, très critiques à l'égard de la société, qui ont vu au contraire, notamment avec le pop art, et c'était bien placé aussi pour la culture industrielle, dont ils ont vu l'apparition aux États-Unis, une réalité donc orchestrée d'ailleurs, parce que le marché de l'art américain a orchestré le néo-dadaïsme, avec la complicité de Duchamp qui avait son comeback à cette occasion-là, avec des commandes, comme on sait, de Ruy Diemel. Il a refait tout ça Ruy Diemel sur commande. Donc là, il a véritablement institué son geste, et non pas créé une subversion originaire dans les années 10. Mais à telle fin de détruire la peinture, parce que son geste était antipictural, il l'exprimait délibérément, et il était antipictural d'autant plus fortement qu'il se réclamait la littérature. C'est-à-dire qu'il a joué délibérément la littérature contre la peinture. Il parlait, j'avais cité ça l'année dernière, de tubes de littérature qu'il fallait injecter dans la peinture pour, en fin de compte, engager une procédure d'extinction progressive de la peinture comme art spécifique. C'est quand même cette radicalité antipicturale qu'il faut avoir à l'esprit si l'on veut comprendre le geste de Duchamp. Donc il y a une anti-peinture qui travaille le dadaïsme à l'origine. Alors j'en veux pour preuve aussi ce que Braque pensait de la peinture, pour qui il s'agissait donc d'un travail tout à fait spécifique sur le matériau, c'est-à-dire les rapports. Il n'avait que ce mot-là à la bouche. Qu'est-ce qu'un rapport? Et c'est un mot cézannien. Qu'est-ce qu'un rapport plastique? Le mot plastique est également utilisé par lui, et par tous ces peintres-là, tous ces peintres cubistes, c'est-à-dire les éléments picturaux qui s'accordent et qu'il faut développer dans un espace pictural lui-même assez autonome, assez spécifique. L'invention du papier décollé, du papier collé plutôt, qui viendra effectivement décoller par le surréalisme, n'excède pas les règles et le cadre de l'art pictural, et ce que disait Picasso. C'est pas parce qu'on a introduit un matériau plus ou moins un peu étranger, comme éventuellement de la terre, du sable et un papier journal, que l'on sortait des règles de la peinture. C'était bien évidemment l'utilisation d'un aplat beaucoup plus fort pour équilibrer toute la déstructuration de la forme qui caractérisait le premier cubisme, le cubisme analytique. Donc le rapport plastique est ce qui a guidé Braque véritablement, au point de susciter justement cette expression de la nudité éventuellement. La nudité pour Giacometti, à propos de Braque, il parlera de peinture nue dans les années 50. Il parlera de peinture nue. Donc je rebondis sur tout ce que tu as évoqué progressivement, mais en définitive, je ne crois pas qu'on puisse éclairer un art par un autre art, et je ne pense pas non plus qu'on puisse se laisser guider par des catégories
esthétiques qui proviennent, comment dirais-je, de mouvements entiers. Évidemment, on a le baroque, on a l'expressionnisme, on a le cubisme, on peut voir tout ce qui distingue, par exemple, le cubisme et le fauvisme, y compris l'expressionnisme ou du surréalisme, c'est-à-dire que le cubisme et l'impressionnisme sont vraiment des courants spécifiquement picturaux, qui sont organisés autour d'un travail spécifique, alors que le dadaïsme a quand même été initié par des littéraires, et le surréalisme également, qui ont embrayé sur la révolution picturale et formelle, qui ont emprunté beaucoup de choses à ces artistes-là, notamment le papier découpé, mais pour en faire toute autre chose, pour en faire souvent l'art d'image, avec les ruptures qui m'intéressent tout particulièrement, des ruptures comme celle de Giacometti, qui a été donc expulsé du monde surréaliste parce qu'il voulait revenir au portrait, c'est-à-dire à l'analyse d'une forme, d'une tête, qui semblait être le comble de la banalité pour Breton, qui ne voyait là rien de particulièrement extraordinaire, si on se contente effectivement de l'analyser, d'en tirer de nouvelles sensations picturales. En réalité, ici, il y a une révolution picturale avec Giacometti, puisqu'il renouvelle la forme. Ce qui compte, c'est de renouveler la forme. Ce n'est pas de la répéter pour en faire un sens poétique, c'est en faire une nouvelle forme, c'est-à-dire travailler le registre formel. Et cette confusion-là a été largement entretenue avec le pop art, à mon sens. Là. Évidemment, je suis un peu dans une position délicate dans ce séminaire, dans la mesure où je tiendrai un peu peut-être le rôle de l'artiste critique qui ne se reconnaîtrait ni dans les autres arts, ni au fond dans certaines philosophies qui recouvrent ces différences entre les arts. Non plus qu'il y ait une sorte de loi du mélange des arts qui m'apparaît l'emporter largement dans les analyses existantes dans les philosophies les plus savantes au XXe siècle. Alors, si on pouvait redistribuer les positions des uns et des autres, je pourrais repartir de la fameuse expression sur laquelle on a beaucoup travaillé, en philosophie, notamment dans le milieu déridien, qui est le mot de Cézanne, je vous dois la vérité en peinture, je vous la dirai, qui est un mot donc tout à fait simple dans son énonciation première, et qui était donc une lettre destinée à Émile Bernard, que Derrida, après d'autres, a repris, mais il en a fait effectivement toute une réflexion critique sur l'idiome en peinture et sur la spécificité peut-être aussi de la peinture. Mais selon moi, si on décline un peu ces quatre vérités en peinture, y compris le sens qu'on peut prêter à Cézanne prioritairement, la vérité en peinture, donc, en un premier temps, peut s'entendre effectivement, pas en premier temps, enfin, comme une peinture en effigie, une peinture représentée. Ça peut être aussi, d'une manière peut-être plus ambitieuse, mais ce n'est pas certain, la vérité de la vérité essentielle. Une vérité. Oui, c'est ça, la vérité en peinture. J'essaie de Cézanne, oui. La vérité en peinture, l'expression. Je vous dois la vérité en peinture. Mais ce n'est pas, c'est en effet, tu as raison de faire appel à cela, qui est en relation, ce n'est pas directement en relation, mais c'est quand même tout à fait dans ce sens. Parce que moi j'insistais surtout, j'indiquais tout au moins dans quelle mesure la peinture ou l'art ou la peinture peut être contestataire, peut avoir une fonction de contestation, une fonction sinon révolutionnaire, tout au moins contestataire, justement dans le monde moderne. En dehors d'une idéologie explicite que l'art pourrait véhiculer. Donc, je ne sais pas, d'autres voies, le langage d'expression de l'art n'est pas un discours formalisé, il s'exprime par les couleurs, les formes, l'invention de ce que Deleuze a appelé des blocs nouveaux d'espace, comme la peinture, la musique des blocs de temps. Bon, ce sont des choses qui ont un moyen propre d'expression, et qui peuvent justement correspondre à l'idée d'une vérité. Et quelle est la vérité? Tu as raison de poser ce problème. Quelle est la vérité en peinture? Derrida a consacré un gros livre qui s'appelle La vérité en peinture. C'est ça, tu l'as ici. Mais très difficile, parce qu'il tourne, il ne donne pas de réponse, comme toujours Derrida,
puisque c'est son principe même qu'il faut comprendre. Il ne donne pas de réponse au problème qu'il soulève. C'est ça. Or, le lecteur a toujours envie d'avoir une réponse. Par exemple, Cézanne, quand il parle de la vérité en peinture, donne une réponse relative, puisque la réponse de Cézanne, ça serait de faire ce qu'il appelle du poussin d'après nature, ou d'utiliser, de voir dans la nature essentiellement des cubes, des formes géométriques, une sorte de réduction qui est en même temps, ce n'est pas une réduction au sens péjoratif, mais c'est de ramener des choses confuses à des choses qui sont des choses claires, à des choses qui sont aussi claires que des combinaisons d'ordre géométrique et qui ont été utilisées, je parlais de Braque par exemple, d'une façon plus systématique encore, dans le cubisme, au moment où Braque, Picasso, Ranigris, etc., ont amorcé la voie de la rupture avec le colorisme des fauves vers le cubisme, en s'inspirant justement, en se recommandant de Cézanne. Or là, il y a aussi une recherche de la vérité. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui est une recherche de la vérité en peinture. C'est pas la voie de Derrida, dans laquelle je ne me hasarderai pas d'ailleurs, mais puisque tu l'as abordé toi-même, je te laisse la parole. Mais on voit bien comment cette idée de la contestation du monde, de la fonction libératrice ou libératoire et en même temps révolutionnaire de l'art est liée aussi à une question comme celle de la vérité, puisque c'est bien, si quelqu'un conteste, si quelqu'un envisage une autre forme de société, c'est bien au nom aussi, pas exclusivement sans doute, mais c'est bien aussi au nom de la vérité, donc de quelque chose qui est entendu dans le sens large, d'une vérité des rapports humains, de quelque chose qui ne soit pas entaché d'hypocrisie, qui ne soit pas... là, le sens n'est pas exactement vérité-erreur, mais c'est l'opposition entre vérité et fausseté, ou c'est véracité, fausseté, sincérité et hypocrisie, etc. Donc c'est une vérité de cet ordre dans laquelle s'inscrit l'activité de création artistique. Mais ce n'est pas très clair, encore une fois, dans le texte de Derrida, tout au moins à mes yeux, parce que on voit, il abonde très certainement en ce sens, mais il ne dit pas, voilà, quelle est la réponse à cette vérité en peinture. Et toi, alors, tu as participé à une exposition qui s'appelle « De la vérité en peinture ». Est-ce qu'on a répondu à cette question de la vérité en peinture? Tu parles de l'exposition à la Fondation Mag, alors Comment? Tu parles de l'exposition à la Fondation Mag sur la vérité. Bon, la question de la vérité en peinture. Ça s'appelle pas la vérité en peinture? Oui, rapport de philosophie. Oui, c'est les aventures de la vérité à la Fondation Mag. Moi, c'était juste une vidéo sur les portraits de Derrida, qui était mise dans une installation. Il y avait une lecture de philosophe, donc comme je connaissais Derrida, il a fait des portraits, on m'a fait lire un texte, Spectre de Marx, sur lequel j'ai travaillé, mais je ne fais pas une intervention d'ailleurs sur la vérité peut-être en peinture, mais c'est aussi ce que j'appelle les plastophanies, parce que c'est plutôt Bernard Lévy qui m'avait pris mon terme de plastème pour faire en fait compte une sorte d'histoire des emprunts de la philosophie et de la peinture, des arts plastiques et de la philosophie qui se seraient, comment dirais-je, fécondés l'un l'autre, comme les arts ont très bien pu se féconder les uns et les autres. Moi personnellement, je pense dans une coupure non seulement entre les arts mais entre la philosophie, mais je ne pense pas que la philosophie a fait un quelconque mal véritablement à la peinture. Je pense plus que la littérature liée à la philosophie a peut-être créé des problèmes de compréhension, notamment des critiques d'art naissantes, hein, dans l'Antiquité comme au XVIIIe siècle, avec notamment le procédé de l'ekphrasis, qui est extraordinaire, où on peut effectivement décrire un tableau en le transformant progressivement en poème, en narration, en film, et en oubliant que c'est de la peinture, évidemment, puisqu'on décrit un sujet, et on connaît comme ça d'assez célèbres descriptions, où la peinture se dissolve sous nos yeux, puisqu'on a un véritable roman, une véritable histoire.
mais ce n'est pas tellement la question qui, à mon avis, pouvait intéresser les peintres modernes, lorsque Cézanne disait qu'il ne fallait surtout pas tomber dans la littérature ou dans la philosophie en peinture. C'est-à-dire, littérature était devenue un terme péjoratif, parce que littérature était assimilée à une domination esthétique antérieure. Alors, non pas que la peinture n'avait pas acquis ses lettres de noblesse, mais il y avait une sorte de malentendu, notamment, par exemple, à travers l'imitation, ce qu'on appelle l'imitation, ou la représentation qu'il faudrait abattre. C'est devenu un lieu commun, c'est devenu un cliché. Deleuze s'oppose au cliché, mais le cliché de l'imitation qu'il faudra abattre, c'est comme le cliché de la profondeur perspective qu'il faudra abattre. Bon, la perspective, effectivement, est un procédé conventionnel, mais la profondeur, un homme comme Matisse ne renonce pas à la profondeur. Les 3 dimensions, c'est une convention aussi grande que les 2 dimensions. Un animal n'est pas sensible à la plat et aux 2 dimensions. Donc là, il y a un effet formaliste, issu peut-être de Greenberg ou d'une lecture moderniste, qui fait du tort à la richesse d'invention des grands modernes, des impressionnistes et des cubistes, des abstraits, ou des gens comme Giacometti et même Bacon, qui n'aimaient pas Andy Warhol pendant Bacon. Donc la démarcation existait encore dans les années 60-70. On ne confondait pas des pratiques artistiques considérées comme opposées. Ah non, mais parce que ce qui est quand même extraordinaire, c'est que le recouvrement s'est fait après. On a appelé peintre des pratiques qui n'auraient pas été appelées peintres ou picturales chez les dadaïstes, chez les premiers performeurs. Et bizarrement, avec les axionistes viennois, c'est ce que j'avais évoqué, ils se sont dit peintres. C'est-à-dire leur geste le plus pictural consistait à sortir de la peinture. Et pas beaucoup d'art qu'on fait ça. Et toujours au nom de la vie ou de la mort. Ce qui est quand même problématique. Mais par exemple, la mimésis, pour un peintre qui s'intéresse au rapport plastique, au fond, c'est pas un vrai problème. On peut être aristotélicien et modeste en considérant, au fond, qu'il ne s'agit pas tellement de reproduire une certaine fiction de la réalité, selon un système de convention. Il s'agit de se laisser guider, d'ailleurs, pas seulement de reproduire une sensation, comme le dit bien Cézanne, qui peut d'ailleurs apparaître sans aucun modèle au cours de la pratique artistique d'un peintre qui est devant sa toile. Mais cette sensation et c'est un rapport plastique qui va guider. Donc il va trouver des équilibres plastiques, il faut harmoniser les rapports, donc il y a un rapport qui crée un déséquilibre, donc un malaise, il faut que j'intervienne à un moment de la toile, enfin un autre aspect de la toile, une autre partie, pour rééquilibrer, et puis à nouveau il y a une balance dans votre sens, et le travail pictural consiste essentiellement dans ce balancement progressif vers l'occupation totale de l'œuvre jusqu'à sa limite, au-delà de laquelle elle commence à nouveau à se détruire, et peut-être pour aller plus loin, mais c'est une logique de rapport plastique. Donc ce que l'on imite, c'est des rapports plastiques. Donc là déjà, on est en dehors de la représentation, qui est quand même un peu une tarte à la crème de l'esthétique contemporaine. Surtout qu'au nom de la critique de la représentation, on cite carrément un objet, c'est-à-dire qu'on fait des performatives d'objets. C'est-à-dire, on va faire une installation, il n'y a pas plus académique, paradoxalement, que cela. J'ai toujours été frappé d'ailleurs de voir à quel point le geste de Duchamp pouvait s'apparenter à un geste qu'on avait reproché aux académiciens. Les académiciens, c'est-à-dire aux auteurs des grandes machines, tant décriés, qui effectivement avaient du métier, mais pour faire quoi? Pour exprimer un grand sujet, un sujet noble, mais aussi bien un sujet profond, c'est-à-dire un poème, une poésie, un sens. Ils étaient très, très littéraires, bien évidemment, très, très cultivés, et puis c'était des gens qui admiraient la perfection technique, c'est un morceau de bravoure. Or, qu'est-ce qu'admirait par-dessus tout Duchamp? On le voit bien d'ailleurs dans l'exécution très artisanale de ses... quand il est fait lui-même, ces installations, mais il était admiratif de l'objet industriel. C'est quand même très frappant. Comment dépasser une hélice, disait-il. Comment dépasser une hélice? On ne peut pas faire mieux. Évidemment, si on considère que l'art, ça consiste à faire un artisanat absolu, mais s'il s'agit de faire une recherche de forme, l'hélice, c'est un peu simple. Quelques rapports plastiques, ça, on ne nouvelle pas un registre formel avec ça. Alors que le travail de Picasso et de Matisse, qui gardent effectivement, de par leur expérience de peintre, toute une pratique, toute une réserve de richesse antérieure, ont renouvelé notre vision du monde sans chercher à la subvertir, là encore. Hein, on a confondu les effets de provocation d'image très involontaires, parce que le nu de l'Olympia, bien sûr, c'est une prostituée, enfin, c'est surtout un modèle qui n'a pas été idéalisé. À l'époque, on ne supportait pas les bleus sur les visages, mais je ne suis pas sûr que les peintres ont voulu peindre des cadavres, comme on l'a dit. Donc il y a souvent un malentendu dans la subversion. Et après, les professionnels de la subversion post-dadaïste qui se sont institués, dans les années 60 aussi, eux ont délibérément essayé de choquer encore le bourgeois à une époque où les jeux étaient faits. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui qu'un milliardaire collectionneur d'art contemporain ne cherche rien d'autre que de se sentir provoqué, sachant toutes les limites de cette provocation. Ça ne change ni le monde. S'il s'agissait de changer le monde, là on a un échec tout à fait retentissant. S'il s'agissait de faire disparaître le clivage, c'est ce que dénonce d'ailleurs Adorno, on s'y est mal pris. Il s'agit de faire disparaître le clivage entre vie, art et société. Moins qu'on puisse dire, c'est que ce clivage s'est renforcé. On a des murs, des systèmes de protection extraordinaires. Alors, je ne sais pas si la vie a disparu, si nous sommes tous déjà morts, mais ce qui est sûr, c'est qu'une certaine peinture a été mise en cause et oubliée dans sa recherche spécifique, au nom d'une liberté, comme on cherche encore, et d'une subversion qui laisse à désirer, comme on sait aujourd'hui.
dans la mesure où là, il y a répétition, qui finit même par lasser ceux qui ont défendu, depuis les années 60, ce geste qui relève pour moi beaucoup plus d'un changement de mœurs, d'un changement de rapport au corps et à la vie en général, qu'un changement de forme. Et je crois que le rapport de la forme a été plutôt mis de côté. Bon, des gens comme Bacon ont continué à travailler la forme, mais par son témoignage, on le voit bien, si on sort des règles qui ne sont pas académiques, enfin, du registre propre à la peinture, qui est quand même le plus grand champ d'expérimentation des formes visuelles que je connaisse et qui a fait ses preuves. Tu vois, voilà. Il y a des interventions, des questions, c'est ça. Vous avez suivi, non? Oui, sur n'importe quoi, en fait, sur ce qui est en relation avec le sujet. C'est que Duchamp savait ce qu'était la plastique, tel que je l'entends. Comment? Duchamp savait ce qu'il condamnait. Il disait, par exemple, il disait que le cubisme était toujours plastique. Il disait que le surréalisme n'avait pas grand-chose à voir avec la peinture. Il l'a dit, ça. On l'a oublié, Duchamp. Marcel Duchamp. Ah, Duchamp. On n'a pas parlé de Duchamp, oui. Mais... Donc Duchamp lui-même savait ce qu'il en était de la peinture pure, enfin plastique, etc., dans le cubisme, et c'était totalement peintre. Mais non plus du surréalisme en général, ça joue quand même. Parce que je n'ai pas parlé je n'ai pas eu l'intention de faire un tour d'horizon général, c'est un petit angle de vue. Mais je voulais dire que la vérité... Je n'ai pas terminé d'ailleurs, je n'ai pas développé, c'est pas grave. On la voit dès les salons de Diderot, c'est toujours question de vérité. La vérité est identifiée à la vie. Alors, la vérité, c'est la vie, la reproduction de la vie, la représentation de la vie. On la voit également dans ce que dit Delacroix, Baudelaire, Cézanne. Cézanne donc marque peut-être une petite différence, puisque j'ai dit que pour lui la vérité chez Cézanne, c'est la conformité du tableau correspondant à une analyse du réel qui va retrouver des formes élémentaires, fondamentales, comme, puisque c'est lui-même qui le cite, comme le cube ou le cylindre ou la sphère, qui n'est pas, c'est une autre forme. À partir de ce moment-là, il y a, c'est certain, l'indication d'une autre forme de vérité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de vie, loin de là, puisqu'il y en a chez Cézanne, il y en aura également chez d'autres. Van Gogh aussi a une idée de vérité qui est plus liée à la couleur, mais qui n'est pas non plus une vérité exactement dans le sens de Diderot ou de Delacroix ou de Baudelaire qui sont un petit peu semblables dans leur définition de la vérité picturale. Si on regarde les salons ou les façons dont les peintres ou les critiques se sont exprimés. Ensuite, c'est une question de langage, c'est certain, mais c'est de vocabulaire. Bon, les manières de parler des œuvres ont changé depuis le XVIIIe siècle, depuis Diderot, c'est certain. Mais il y a également, sans doute, l'orientation, la façon de voir les choses qui a varié, avec le surréalisme aussi, d'ailleurs, ça change. C'est pour ça que je n'ai pas voulu aborder l'ensemble de ce problème qui est extrêmement vaste et qui est tout à fait au cœur des questions qu'on peut se poser, mais je crois qu'il ne faut pas non plus schématiser, qu'il faut voir les différentes orientations que l'on peut adopter dans cette définition de la vérité. Mais dans la mesure où parce que ce qui peut s'opposer d'ailleurs à d'autres conceptions, il peut y avoir fort bien des conceptions
de l'art qui ne vont pas poser à l'art une question de la vérité. Je ne crois pas que cette question soit essentielle. Les analyses esthétiques, dans un sens de Kant, de la critique du jugement, de la faculté de juger chez Kant, ne concerne pas un problème de vérité, c'est certain, puisqu'il concerne un problème d'affect, ce qui est tout à fait, ou d'affection même, puisque c'est en relation avec le plaisir et la douleur. Donc c'est une façon de traiter a priori cet accord relativement à des sensations qui sont théoriquement tout à fait individuelles et dont les seuls critères sont individuels, chercher l'universel et le communicable là où au contraire où il semble que chacun soit juge de ce qui lui plaît ou qui lui déplaît. La mise en relation de l'art avec des problèmes de goût n'est pas exactement la mise en relation de l'art avec un problème de vérité. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une substitution totale à l'heure actuelle des problèmes de goût, et qu'il n'y a jamais eu d'ailleurs une substitution des problèmes de vérité qui sont des problèmes sinon épistémologiques, du moins des problèmes qui mettent en jeu une faculté de connaître. Chez Kant, il ne s'agit pas de la faculté de connaître, puisqu'il s'agit de la faculté d'éprouver du plaisir et de la douleur, ce qui n'est pas exactement pareil. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui quoi qu'étant apparenté à ce qu'il appelle la raison pratique, c'est-à-dire à des notions de caractère moral, il n'y a pas non plus, bien évidemment, de question de moralité dans l'art, bien qu'il y ait, on peut dire, et à juste titre, on peut dire qu'au contraire, l'œuvre d'art, la relation à l'œuvre d'art est aussi une relation qui n'est pas simplement esthétique, mais une relation éthique. Et peut-être à partir de Nietzsche aussi, il y a quelque chose qui est une absorption de l'un dans l'autre. Donc il y a des différences qui peuvent être posées et qui ne permettent pas de confondre un domaine avec l'autre, c'est-à-dire le domaine de l'esthétique, le domaine de l'éthique, le domaine de la connaissance, mais en même temps il y a des passages et incontestablement toute la réflexion contemporaine, la réflexion ou la non-réflexion ou la recherche, si l'on veut, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ait nécessairement des réflexions bien approfondies, mais l'intérêt contemporain vient plutôt du côté plutôt que de la coupure très stricte qu'il y a entre ces différents domaines, vient plutôt dans la recherche de ce qui les rassemble, ou ce qui établit entre eux des ponts, c'est-à-dire de se demander comment l'art est en relation avec la morale, avec l'éthique, et chez Adorno également d'ailleurs, sans qu'il le dise, on voit bien que il y a quelque chose qui va, et chez Deleuze aussi, qui va faire que cette coupure, cette répartition kantienne très stricte n'existe plus, parce que si l'on pose le problème à propos de l'activité artistique, d'une exaltation de la liberté, ou si l'on pose le problème d'une contestation sociale, on n'est plus dans le domaine simplement du plaisir et de la peine, on est dans le domaine de la recherche d'un devoir-être, et dans le domaine d'un impératif, dans le domaine également d'une vérité, en un certain sens, qui fait qu'il y a rupture entre ces barrières qui sembleraient apparemment distinguer l'œuvre d'art de toute autre forme. Et ces problèmes se posent, si l'on voit existentiellement, on voit que dans la vie de César, ne prendre que, puisqu'ils sont connus,
ou de Gauguin, ou de Gauguin ou de Van Gogh, par exemple, qui en a parlé, les problèmes d'une éthique sont incontestablement tout à fait présents, ou les problèmes et pour Van Gogh, même d'une transformation sociale, ou d'une vision, tout au moins, d'une vérité sociale différente, donc de celle des institutions modernes. Et les peintres, justement, du pop art, par exemple, sont aussi animés de cette ambition d'intervenir dans la contestation sociale. Et donc, je précisais cela, qui est bien connu, mais en fait, de façon à mettre au point un petit peu les choses et montrer les différentes directions. Oui, mais je t'ai coupé la parole, peut-être que tu avais l'intention de parler. Au cas où, non, tu n'avais pas l'intention d'intervenir. S'il y a, avant de redonner la parole, donc, nous avons jusqu'à... Oula, il n'est pas tard. Nous avons jusqu'à la demi, donc il est 5 ans moins le quart, on a largement le temps, parce qu'il faudra également qu'on envisage l'organisation du calendrier, comme je l'avais dit, mais il faudrait d'abord que l'assistance s'exprime relativement à des choses peut-être que vous n'avez pas saisies ou sur lesquelles vous voulez demander des renseignements, des compléments. Je ne peux pas les inventer, moi, donc il faudrait que vous posiez les questions vous-même. S'il y a des choses qui vous semblent peu claires, contestables, critiquables, etc. Donc il faudrait pouvoir poser des questions, sinon on ne peut pas progresser. Je voulais te poser une question. C'est ça. Comme je suis sourd, vous allez parler à Thierry, parce que j'entends pas. Comme ça, je vais pouvoir dire des bêtises. Voilà, il me traduira ce que tu dis. Voilà. Il traduira bien. Oui, c'est ça, exactement. À moins que tu t'approches ici, si tu viens là. Ah non. Non, regardez la voix que j'ai, vous m'entendez là? Ça va? Non, mais il vaut mieux venir. Comme ça, je pourrais entendre. Il y a autrefois, on faisait ça, on faisait venir. J'avais une pierre, mais je ne sais pas ce qu'elle est venue, c'est quelqu'un qui me l'a emporté. Une pierre philosophale, c'était la que je donnais, cette pierre philosophale à celui qui voulait parler, et quand il parlait, il avait cette pierre. Comme cette pierre était assez grosse, sauf les gens très costauds ne pouvaient pas la supporter pendant très longtemps. Donc ça limitait la durée des interventions. C'était également une manière de limiter sans contraindre. Deux questions. Oui. De non-compréhension. Oui. Ah bon, parfait. Parfait. Première question, je voulais, en fait, à un moment donné, mais j'ai peut-être pas bien saisi, en tout cas je voulais avoir des éclairages là-dessus, sur ta position, parce que tu dis que les arts ne se mélangent pas, enfin qu'on aurait tendance à mélanger les arts, et que c'est ça qui te gêne, et que tu es pour une ligne de partage entre les arts. Alors, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Et en fait, moi, oui, en fait, j'aurais bien aimé que tu reviennes là-dessus, parce que la question, par exemple, par rapport à Deleuze, qu'est-ce qu'a fait Deleuze dans Qu'est-ce que la philosophie, si ce n'est d'essayer de définir, hein, parce qu'il fallait, à un moment où la philosophie a affaire à des gens qui reprennent ces termes, qui jouent avec elle au nom d'une idéologie ou pour poser une idéologie de société, bon, dans ce contexte historique, il fallait essayer de dire quelle était la fonction et le travail de la philosophie. Bon,
Derrida avait déjà pointé les choses, François Châtelet me concernant, etc. et d'autres. Bon. Mais enfin, en tout cas, Deleuze et Guattari l'ont formulé. Mais il me semble que dans Qu'est-ce que la philosophie, ce qui est très intéressant, c'est justement, ils essaient justement de reposer le travail de chacune de ces disciplines, tout en insistant sur une chose qui est finalement assez simple, qui est qu'il y a des passages entre les disciplines. Que la philosophie tire et tirera son côté, alors là je reprends le terme de François Châtelet, son côté vivant, elle restera vivante, la philosophie, si elle sort d'elle-même, si elle va ailleurs, si elle va dans le cinéma. Alors, mais en fait c'est très intéressant ce qu'on se dit là, parce que c'est pas simple non plus à saisir. Moi je travaille un peu ces questions-là, mais comment on maintient la singularité d'un domaine dans lequel on est, comment on maintient la singularité de la philosophie, comment on définit son travail, tout en permettant des passages. C'est aussi la question enfin, que Derrida a travaillé. Voilà. Je voulais un peu ta position là-dessus. Au fond, j'ai toujours été frappé par des modes d'appréciation. Je ne sais pas si on peut organiser des choses comme ça, des modes d'appréciation artistiques assez en conflit. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts esthétiques, des jouissances esthétiques ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que je réifie un petit peu l'objet d'appréciation d'un littéraire ou d'un peintre. Moi, je fais donc du plastem, des rapports plastiques, je suis un sculpteur aussi. Mais un littéraire, il va nous plaquer un verbe vivant, un verbe de vie, un mot. Il ne peut pas sortir du mot, lui. Et la vie, c'est presque sa spécialité. À la limite, un peintre peut lui laisser la vie. Le peintre n'est pas censé s'intéresser spécialement à la vie. En tout cas, quand il peint, Giacometti le disait à Jean Genet, moi, je ne m'intéresse absolument pas à ce qui se passe dans votre tête, ni même ce qui se passe dans la rue immédiatement. Moi, je sais comprendre ce que j'ai devant les yeux, et puis d'en tirer quelque chose. Et il a fait comprendre un rapport plastique à Jean Genet, qui lui parlait de sa tête dans son portrait, ce qu'il appelle de plastophanie, sa tête qu'il retrouvait donc là, entièrement présente dans le tableau, une tête massive, pleine, etc. Donc il commençait à jouir littérairement. C'était très explicite, il commençait à en faire un poème, tout un discours de sa propre tête, comme ça, seul, isolé, dans sa souffrance profonde, qu'il retrouve dans la peinture. C'était la même, pour lui c'est la même. Et puis, au fond, Giacometti va lui offrir le tableau, puis il dit, mais pas tout de suite quand même, pas tout de suite, j'ai un problème de proportion, il manque une bande au-dessus, là. Dès qu'il lui a dit qu'il manquait un problème de proportion, qu'il y avait une bande au-dessus de la tête à ajouter, d'un seul coup, et c'est donc Jean Genet qui rapporte tout cela dans son texte, dans son témoignage. Il a vu sa tête différemment. D'abord, il l'a vue plus puissante. Donc là, une jouissance plastique, je dirais. Il a témoigné de ça, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il disait juste avant, qui était pourtant totalement littéraire. Donc, il a fait un passage qui a été une sorte de rectification des formes. Il dit, mais là, pour moi, cette tête, elle n'allait pas, elle n'était pas proportionnée. Là, elle est beaucoup plus puissante, elle est beaucoup plus forte. Genet a dit que ça n'avait plus tellement de rapport avec sa tête, et de toute façon, c'était pas le problème, puisque c'était un extrait plastique, puis il en a fait autre chose, évidemment. Et donc, moi, je parlerais en termes d'intérêt, parce que l'intérêt, par exemple, d'un homme de théâtre, c'est de faire une synthèse des arts. Qui a développé la théorie de l'art total? Bon, c'est Wagner, ces gens comme ça, ils ont intérêt à réunir tous les artistes, mais le peintre, quel intérêt? S'associer avec un musicien, qui en a affaire avec des musiciens. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on oublie complètement les gens qui sont plus insérés d'ailleurs dans la société, qui ne peuvent pas exister dans leur atelier, qui sont en contact, en relation, dans le relationnel, comme on dit si bien aujourd'hui. Les architectes aussi d'ailleurs, mais quand même, un peintre, un sculpteur, au fond, il n'a pas tellement besoin du monde. En un premier temps, il s'isole, et puis, il peut, bien sûr, sympathiser avec des poètes, avec des écrivains. Il peut participer à des décors. Ça s'est fait effectivement à la grande époque de spectacles, où on a réuni tous les arts, mais encore une fois, le cubisme ne dépendait pas spécialement de la mise en scène. Il a quand même régénéré la mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a mais c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ce que tu dis, il faut être assez clair, ce que tu dis là-dessus. Mais tu as intérêt à pointer cette différence-là. Oui, mais la question est, je crois qu'en tout cas on a des philosophes dans ce département, ou en tout cas affiliés à ce département, qui je crois ont quand même essayé de poser les choses assez clairement. C'est la question de la synthèse. C'est-à-dire, quelle est la position, par exemple, de la philosophie par rapport aux arts? Est-ce que c'est une position de synthèse et de supériorité, ou est-ce que c'est une position de modestie, entre guillemets, sans être catho, c'est la grande question. Mais une position de modestie malgré tout en maintenant la différence entre les champs créatifs? Enfin, je veux dire, la question c'est quelle est la position des uns par rapport aux autres? C'est la position de synthèse que tu critiques, synthétique. Oui, non, parce que je suis plutôt anti-philosophe en un premier temps, comme je peux être antilittéraire stratégiquement, méthodologiquement. C'est pas sur le fond, parce que j'ai confiance en la philosophie pour démarquer la peinture et la littérature. Alors, en général,
un peintre peut être aussi bien intimidé par la philosophie, évidemment, mais surtout se servir de la littérature pour penser sa peinture, et donc embrayer sur ce qu'avait dit Baudelaire, dire il n'y a rien de tel qu'un sonnet, pour traduire et exprimer une peinture. Moi, c'est une catastrophe. Le sonnet des phares n'a rien à voir avec la peinture. Je connais beaucoup de peintres qui trouvent très bien le sonnet des phares, mais en fait, ils passent d'un monde à l'autre, ils ne s'en servent pas dans leur peinture, mais ils sont contents, c'est flatteur, de toute façon, d'entendre un autre art s'exprimer sur votre art. Mais en réalité, il n'y a pas de vérité, là. On change de registre complètement. Et alors, je pointerais même, je crois que c'est ce qui avait fait cette anecdote, très bien. C'est Baudelaire lui-même, parce qu'il évidemment, il fait partie des premiers artistes qui étaient confrontés à un discours de vérité de la part des peintres formels. Enfin, Matisse discutant avec Aragon, c'est ça aussi. Aragon s'est trouvé face à un problème d'équilibre. Matisse lui a parlé des problèmes d'équilibre dans une toile, qui ne l'intéressait pas immédiatement. Et ce discours formaliste spontané, c'était pas intellectualiste, c'était pas du formaliste d'ailleurs au sens péjoratif, c'était vraiment le travail à l'œuvre. On le voit bien chez Braque, c'était très sensible, mais il tenait à distance un certain discours littéraire pour la sauvegarde d'une pratique picturale qui, malgré tout, a été mise en danger par des gestes extra-picturaux qui viennent du néo-dadaïsme, essentiellement des années 60. Donc, moi, je crois qu'il y a, contrairement à ce qu'on a dit, même Derrida, à un moment donné, qui a écrit un texte, évidemment, assez pertinent sur la loi du genre. Il n'y a pas tellement la notion de genre, contrairement à ce qui s'est fait en son nom dans le monde anglo-saxon. Mais pour moi, il y a une loi du mélange des genres, peut-être beaucoup plus retorse, et qui vient de la littérature. La littérature a intérêt, c'est son intérêt. Et quand on voit Proust parlant de peinture, c'est une catastrophe pour un mec comme je parlerais même de syndrome d'Elstir. Il le dit lui-même, à tout moment, le peintre de la recherche parle en poète. C'est-à-dire, il parle de la mer comme d'une architecture, de l'architecture comme d'une mer. On bascule dans un monde de sensations extraordinaires que moi j'aime beaucoup, mais la peinture est quasiment inexistante. Oui, c'est ça. C'est un vrai problème. Comment faire pareil la peinture là? Bien sûr, on l'avait abordé, et pour finir, le problème de la vérité, qui était la vérité philosophique en peinture, parce que c'est ça qui est évoqué dans l'expression de la vérité en peinture, et qui est l'objet aussi bien de l'inesthétique, ou l'esthétique, enfin l'inesthétique de Badiou, selon son terme, qui essaie de retracer héroïquement, mais je crois qu'Ancien l'a fait aussi, et bon, évidemment, Bernard Lévy d'une autre manière l'a fait dans son exposition, quelque chose comme les époques des rapports entre philosophie et peinture. Bizarrement, on garde le mot peinture pour désigner ce qui n'est plus de la peinture, enfin bon, ça permet au moins de créer une continuité, en tout cas de la grotte Chauvet jusque Kissarine éventuellement. Et donc, on parle de moment platonicien, voilà, comme le disait bien Badiou, donc au fond la vérité est plus importante que l'art, c'est le modèle. L'art est abaissé, et la vérité est didactique, et l'art doit être didactique pour être de la vérité. Bon, Aristote, lui, sépare les deux, moi je suis plutôt aristotélicien. Ce qui compte, c'est la vérité de l'art, petite vérité qui est peut-être très très loin de la vérité tout court, et qui est un des 4 moments d'ailleurs de la vérité en peinture, décliné par Derrida, donc une vérité de l'art pictural, et éventuellement une vérité dans le médium pictural, ce qui n'est peut-être pas la même chose. Enfin, si on fait une plastophanie, ce serait bien de savoir comment les peintres peut-être ont exprimé un concept de vérité picturale dans leur peinture même, et qui ne serait pas la plat de Greenberg, qui ne serait pas un formalisme à 2 plans, quoi. Ça serait tout autre chose. Et puis, en définitive, on se retrouve avec une époque romantique peut-être très dangereuse, où la vérité serait l'art tout court, et ce romantisme-là engloberait pour beaucoup, des Derridiens comme Lacoue-Labarthe le disent, engloberait carrément l'art contemporain, c'est-à-dire que la vie devient intensifiée, donc ce sera un nietzschéisme, un romantisme, et d'ailleurs toi-même, je crois, au nom de l'allégorie de Benjamin, qui ont été servis, dans ton âge atomique, enfin, il y a cette idée d'un romantisme très très large, où l'allégorie inclurait véritablement, au nom d'une vérité de l'art intensifié, donc une vérité nietzschéenne des apparences, de l'intensité, quelque chose qui ne se distinguerait plus, effectivement, de la création formelle, de la création de la vie, mais la peinture disparaît dans cette logique-là, à mon sens, et c'est les écrivains, les poètes qui s'y retrouvent. D'ailleurs, c'est un problème littéraire, les poètes, ce sont les romantiques. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une peinture romantique, par exemple. Donc il faut se méfier du baroque et du romantique. Ce qui est amusant, c'est que baroque est un concept issu des arts plastiques, de la joaillerie, par parler d'irrégularité, c'est un terme très péjoratif qui vient de l'Académie d'architecture française pour désigner une architecture méprisée d'origine italienne ou allemande, etc. Alors c'est devenu un terme évidemment très très vaste par la suite avec Eugène Dors, donc c'est un vrai problème. Comment délimiter en plus des catégories qui vont finir même par remporter la pensée de Deleuzienne à un moment donné. Donc c'est Leibniz, il y a peut-être une philosophie baroque, mais pour moi ça fait problème. On a une désignation précise dans un registre et ça devient une philosophie. On n'est pas sûr qu'il y ait une époque baroque. Il y a un art baroque, on peut le délimiter, mais c'est pas sûr non plus. Une peinture romantique, j'en suis pas sûr du tout, puisque quelqu'un comme Malraux, mais pas été le premier à dire,
fond, Delacroix, c'est un retour à la peinture vénitienne. Il y a plutôt des registres formels, que moi j'appellerais par exemple gestuel ou atmosphérique, c'est-à-dire où la touche l'emporte, où les passages l'emportent, où la matière l'emporte. Bon, ça a peut-être existé dans l'Antiquité grecque, hein, mais ça apparaît nettement au XVIe siècle avec Titien et quelques autres, Doré. Et puis ça ressurgit bien sûr avec Velázquez, ça ressurgit avec Delacroix, ça ressurgit. Donc c'est un registre ouvert, inépuisable, qui a été contrebalancé par un retour à l'aplat, mais c'est pas un aplat persan ou roman, c'est pas un aplat pour déconstruire avec tous les guillemets possibles ou démystifier l'illusion de la profondeur de la présentation classique. C'est simplement une intensification d'un autre type d'espace qui a toujours existé, qui est peut-être plus vieux d'ailleurs que l'espace atmosphérique, et qui est l'espace donc de la peinture romane, etc. Et c'est une intensification de l'aplat. Et un homme comme Matisse, lui, se servait au contraire des accidents de matière. Donc il faut rester au niveau de la peinture elle-même, ou d'un autre art d'ailleurs, comme la musique, pour comprendre comment on peut appliquer un terme générique qui devient une catégorie d'ensemble, et qui permettrait parfois d'inclure au bénéfice d'une forme d'art, par exemple le théâtre, la littérature, le cinéma, mais au détriment d'une forme d'art qui a trouvé son champ d'expérimentation, mais qui, souvent, est quand même déplacée plus que les autres, il faut le reconnaître. On n'a pas d'autre champ artistique qui soit à ce point-là converti à autre chose. Et pour moi, c'est une autre forme d'art. Et j'en veux, pour finir, encore une fois, pour preuve le sentiment que peuvent avoir des peintres comme moi, lorsqu'ils visitent l'exposition d'art contemporain, j'ai l'impression que tous les arts sont là, tout simplement. C'est-à-dire que je suis obligé d'utiliser d'autres modes d'appréciation, littéraires, de la danse, de la chorégraphie, comment dirais-je, du cinéma, et tous les autres arts sont là. Et la peinture, un petit espace, bien sûr, on ne pourra pas dire que la performance est totalement liée à la danse, au théâtre, mais quand même. Et qu'est-ce qu'on dirait si on faisait l'affaire inverse? C'est-à-dire qu'on présenterait, par exemple, voilà, un spectacle de théâtre, plus de comédiens. Si on faisait le coup inverse, moi, le coup inverse, plus de comédiens, plus de disco, plus de théâtre, on met une toile à la place. Et on dit ça, c'est du théâtre. Attention, tout le reste, c'est dépassé. C'est ça, c'est le théâtre. La littérature, idem, le langage verbal, c'est terminé, l'alphabet, etc. Vous faites une image, une peinture, vous supprimez tous les textes. Et ça, c'est la littérature, la vraie, unique. Pour moi, le coup a été fait à l'envers. Et d'ailleurs, c'était élément fait par Duchamp. On pourrait le faire pour la danse. On met un tableau, on le déplace un peu. Ça, c'est la performance, c'est la danse, mais je veux plus le corps humain. Le corps humain avec la danse, oui, non. C'est attendu, c'est dépassé, ça. Donc, mettre un tableau, ça, c'est la danse pure. Vous voyez, ça bouge pas, d'ailleurs, pour moi, ça serait le renversement que je ferais. Je crois comprendre un peu ce que tu veux dire. Ce que tu critiques, c'est une certaine manière. J'avais dit ça la dernière. Ouais, mais j'étais pas là. C'est en ligne, c'est en ligne. C'est une certaine manière de faire de l'art aujourd'hui, qui est cette espèce de mélange des genres, qui n'est pas un vrai mélange, c'est-à-dire c'est un peu le n'importe quoi. C'est ça que tu critiques, ça j'entends bien. Je ne dis pas que c'est n'importe quoi, c'est très, très réglé aussi. Ouais. Mais ça bon, donne mais un plastique. On va pas rester là. Mais qui d'ailleurs a justifié des concepts aussi riches que la plasticité. Moi, j'étais en but, quelque part, dans le milieu déridien, avec mes portraits de ma théorie de la plastique pure, quand même, à la plasticité selon Malabou, à la plasticité ou à la plastique comme formation du peuple, ça va quand même très loin chez oui, mais là, la Coulaba. En fait, moi, je dis simplement quelque chose de... Voilà. On ne peut pas traiter à la fois de la totalité de tout. Non. On peut poser des questions voilà. J'ai répondu à ta question. Claires, à laquelle on répondra d'une façon... Voilà. Mais c'est des choses qui vont être récurrentes, tu vois, dans l'année. Vas-y. Une seconde chose, mais là, je ne sais pas si ça va être bien formulé. Tant pis. C'est cette question de la répétition chez Deleuze. C'est très difficile à penser une répétition. Il en fait l'objet tout un livre. Oui, bien sûr. Mais ça ne peut pas se résumer oui, en un mot. Oui. Mais c'est difficile à... Vous avez essayé tout à l'heure de concrétiser ça, c'est-à-dire... cette répétition que produit l'art, qui n'est pas la répétition idéologique, mais c'est bon, c'est un peu là-dessus. J'aurais voulu vous faire éclaircir. Ça ne reçoit pas de définition, absolument, à mon avis. Il faudrait chercher, je ne vais pas y répondre autrement que pour ça. Je veux dire qu'il est très intéressant de voir utiliser à propos de l'art, d'ailleurs qui est mis en général, mais on pourrait l'appliquer à des formes d'art. Voilà, par exemple,
un concept qui fait qu'il y a un pont entre différentes formes d'art, mais qui n'utilise pas toujours, qui n'utilise pas de la même façon. Il y a répétition, mettons dans la création romanesque, lorsque l'on dit répétition profonde de la mémoire, en un certain sens, qui d'ailleurs n'est pas celui de Deleuze, puisqu'il considère que ce qui est important chez Proust, ce n'est pas la mémoire, mais ce sont les signes, bien que les signes sont liés à la mémoire, donc on peut malgré tout passer par-dessus cette sorte d'exclusive que paraît prononcer Deleuze dans Proust et les signes, et utiliser cette expression de mémoire relativement à Proust. Donc on peut dire qu'effectivement, son livre est construit sur une répétition profonde d'une mémoire qui n'est pas une mémoire habitude, pour employer l'expression bergsonienne, qui ne se relie pas à un souvenir, à une mémoire habitude, mais à un souvenir pur, quelque chose d'autre. Il y a une répétition musicale donc, qui est très ancienne, puisque la musique, on pourrait dire, se fonde sur la répétition, sur la ritournelle, et dans ritornari, il y a également l'expression, le sens de répétition, et la ritournelle a dans son fond essentiel, tel que l'a saisi et que l'analyse Deleuze et Guattari, c'est Guattari qui a insisté essentiellement là-dessus, dans le domaine animal ou dans le domaine de l'éthologie, la ritournelle comme un marqueur existentiel, et en tant que précisément pratiquant cette répétition sans laquelle il n'y a pas de vie, puisque la vie est habitude, est liée à l'habitude, titre d'un ouvrage de Samuel Butler, qui sert un petit peu de guide d'ailleurs à Deleuze dans les différences et répétitions. Donc il y a une répétition existentielle de ce point de vue-là, et la peinture aussi a sa répétition qui, dit-il, n'est pas à chercher dans le domaine de la copie, mais qui est à chercher dans une autre forme de répétition, qui est la création du simulacre, c'est-à-dire du percept, ce qu'il appelle le percept. Donc, qu'est-ce que la philosophie? C'est une voie simple pour interpréter la répétition. Là, nous avons trois formes de répétition, des répétitions qui conviennent à trois formes d'art, maintenant, qui sont à analyser, à nuancer, à différencier dans chaque cas. Je ne vais pas me lancer comme ça à l'improviste dans une analyse qui demande la référence à des textes et à leur confrontation, l'analyse des concepts, etc. Donc c'est dans ce sens que je pense que l'on pourrait analyser l'utilisation de ce mot de répétition ainsi que différence, car il donne un grand D justement là pour montrer qu'il y a quelque chose qui dans l'art est marqué par une répétition dans la différence et de la différence, dans quelque chose qui appartient au domaine et également de ce retour éternel qui est celui aussi, on pourrait dire, de l'art, c'est-à-dire que l'art, contrairement à une conception dialectique mal comprise, dans le sens de l'interprétation de l'hégélianisme, verrait l'abolition de l'art dans la vie. L'art est une répétition de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vie qui serait telle, et aucune vérité qui serait telle que l'art s'y absorberait, ce qui avait été la vision hégélienne de la résolution de l'esthétique du romantisme, qui faisait reposer toute la vérité dans l'esthétique, tandis que pour Hegel, c'était l'abolition de l'esthétique dans la vérité, ce qui est assez différent. Donc on pourrait greffer là-dessus beaucoup d'analyses que j'indique, mais dans lesquelles je ne vais pas me lancer, mais qui sont valables à titre indicatif. Donc c'est comme ça que l'on voit intervenir là la notion d'art,
l'appel à la référence à l'art à la fin de différences et répétitions, comme une sorte d'aboutissement un petit peu de l'ensemble. On ne peut pas dire que l'ensemble de différences et de répétitions serait donné dans cette vision artistique ou esthétique de la vie, mais ce n'est pas totalement exclu, c'est-à-dire parce qu'il y a également, c'est Deleuze, à cette époque-là et dans ce livre et partout, cette inspiration nietzschéenne de la vie esthétique ou de l'esthétique comme intensification de la vie, donc l'impossibilité de séparer les deux domaines. On peut bien les séparer dans un certain moment pour l'analyse, pour montrer justement les différences, mais en définitive, on voit bien qu'il y a un renvoi à une référence incessante de l'univers. Donc l'écriture et la vie, par exemple, les deux étant inséparables, bien qu'à certains moments on puisse les séparer, et même que ce soit nécessaire dans certaines formes d'analyse. Si tu veux des points de passage, il y a une notion, vous voulez peut-être parler, non? Le parergone chez Derrida, qui part en partie de Kant, qui justement crée les passages entre l'œuvre et ce qui est à l'extérieur de l'œuvre, tous les problèmes d'encadrement, de délimitation. Là, il y a de quoi faire et qui illustre, fait plus qu'illustrer, ce qu'il entendrait aussi par vérité en peinture. Je ne crois pas que ce soit des solutions plus positives, plus affirmatives ou même plus critiques que celles que tu trouves chez Deleuze. Ce sont surtout des concepts en exaltation, en intensification, qui, par leur richesse, par leur puissance de réflexion, d'écho, d'analyse et de critique, bien sûr, inspirent tout lecteur. Mais voilà, je crois qu'il faut effectivement tracer les lignes pour les interventions des uns et des autres en fonction de toutes ces... C'est toi qui m'avais proposé d'ailleurs d'évoquer la vérité en peinture, dans la mesure où ça pouvait un peu distribuer les places sur les questionnements qui nous intéressent. Merci infiniment. Parce que là, il faudrait que l'on s'entende pour l'organisation et que l'on ne soit pas pris de court. C'est malheureux parce que des gens qui avaient dit qu'ils m'aidaient ne sont pas là, comme Alexandre Costanzo ou Dutheil, ou Christian Dutheil, parce que cette continuation, il faut la programmer à l'avance. Il faut que tu les contactes. Il y a comme programmation, il y a comme possibilité de continuer à la fois dans ce sens et dans un sens différent, c'est parce que chaque personne fera avec son thème et dans le sens différent. Pour lancer le séminaire, je compte effectivement sur des personnes qui déjà sont préparées, que j'ai contactées, d'autres qui voudront s'y insérer peuvent d'ores et déjà méditer leur propre intervention et entrevoir le moment où elles pourraient intervenir. Je voudrais... donne-moi ce cahier, s'il te plaît, tu serais bien gentil. Non, le cahier des noms, il n'est pas là, c'est ça. Nous allons, et je vais l'écrire, repérer en premier lieu les dates. Alors, aujourd'hui, je le mets quand même, et je le pars puisque c'est passé. C'était le 10 octobre. Le 10 octobre, donc c'est passé. La semaine prochaine, c'est le 17, puisque c'est bimensuel, il n'y a rien le 17. Donc ça nous donne le 24 octobre. Il faudrait savoir si le 24 octobre est universitairement, et ça je n'en sais rien personnellement, est universitairement un jour de congé ou un jour d'ouverture de la fac.
Est-ce que vous avez l'idée des congés de la fac Les congés de la et fac, des je ne sais ouvertures pas, de mais la fac? À Paris, c'est les vacances. c'est les vacances normalement. À ce Oui, moment-là, mais c'est les des vacances vacances- scolaires à C'est des Paris. vacances scolaires. Scolaire, mais la fac, À la fac, je ne sais pas. Ferme Hein pas en général. Universitaire, c'est pas toujours le même. Oui, c'est Parce ça. que si on ne maintient pas le 24 octobre, on est foutu. Parce qu'ensuite, on a, en décembre, ça nous mène 24. 7 jours après le 24, c'est le 31. Donc on ne fait rien. Le 31, c'est la veille du 1er novembre. D'ailleurs, le 1er novembre, régulièrement, c'est congé. Donc, mais après le 31, ça nous donne le 6. Le 6 novembre. Le 7. Le 6 novembre, Le 7. nous pouvons. Le 7. Le 7. novembre. 7. Comment le 7 7, monsieur Chérel. Est-ce que 31 Lundi, mardi, mercredi, jeudi. 7. Jeudi 7. Vous voulez le voir? Et le jeudi antérieur, c'était pas Le le jeudi, 31. il y a un 7. C'était le 31. C'est le 7. C'est le 7. 7. Et, sept. et 31 et 7, ça fait pas 8. Non, René, c'est le 7. C'est J'ai le regardé 7. le calendrier. C'est le 7. Si, c'est le 7. C'est un vrai calendrier. Si vous voulez mettre en question le calendrier. Ce que vous voulez. Voilà. On compte toujours en additionnant 7 Oui, au chiffre. Le jeudi 7. Hein. C'est ça. 24 et 7 fait 31. Et 31 et 7 fait 8. Non, parce que le 31 compte comme 0. René, le 31 compte comme 0, puisque le premier c'est le lendemain. Mais en début, ça fait 7. Voilà. Ah, ben c'est ça. Alors 7. Donc ça nous fait le 7 novembre. 7 novembre, 14. Ah ben ça revient sur les... Non, 14. 14 et 7, 21. 21. 21 novembre. 21 et 7, Ça fait 28. 28. Ah, 28 et 7, ça fait encore un saut. Ça fait le 5. 5 décembre. Mais ça, là, c'est à 30. Il y a 30 jours. C'est le 28 et 7, Le jeudi, c'est un 5. 29, 30. 5 décembre. Ça fait le 7. 5. Le 5. 5. le 5 décembre. Elle a un calendrier. Ça. Le Ça fait 5 décembre. On a un calendrier. Et c'est le jour. 5 décembre. Il y a le colloque ce jour-là 5 et 7, 12. sur Lionel Soukaz. 12 et 7, Il y a un René. Le 5, sous 15. il y a, paraît-il, le colloque sur Lionel Lionel Soukaz. Soukaz. Oui. C'est le 5. ah ben je m'en contrefous. Vous en fichez. Très bien. Mais nous, on va Deuxième subversion totale. peut-être vous lâcher, nous. On va peut-être vous lâcher, nous, du coup. Parce que nous, on l'aime bien, Lionel. Il n'y a pas de... oui, mais il y a pas de... Pourquoi ils font un colloque le 5 novembre? Décembre, c'est du 4 au 7 Décembre. 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 C'est Tout décembre. ça ici, là. Oui, Paris 8 Ben. Ou alors, il peut y avoir une possibilité, étant donné que le colloque, que Lionel Soukaz est un cinéaste, et que notre thème s'insère parfaitement dans le domaine du cinéma, on peut y aller, mais à condition qu'on ne nous fasse pas payer pour aller des places, pour aller à ce colloque. Ce sera gratuit complètement et ce sera à Paris 8 le 5. C'est gratuit et c'est à Paris 8. À Paris, oui. Ce sera ici, oui. Ah, c'est toi qui Amphi vas- X. Oui, oui, c'est moi. Il y a des passages là. Tu vois. Alors dans ce Il n'y cas-là, a pas de coup. il faut indiquer par avance, la séance du 5 décembre est consacrée au cinéma et à la cinématologie de si l'on peut, je sais pas comment appeler, de Lionel Soukaz. Donc, il se transfère. Donc c'est ça. Donc c'est art et vie, cinéma et contestation d'ailleurs avec Soukaz. Ça entre parfaitement dans nos vues. Donc il faut dire que cette séance est transférée, se transporte. Amphi X. C'est ça. Département cinéma. On va annoncer que le séminaire se transportera là pour tout le monde. Ensuite, et ça nous permettra d'avoir des vues cinématographiques. Ensuite, alors 5 et 7, 12, ça ne marche pas. 12 et 7, 19. Ça, c'est 19 décembre, alors ça nous mène. 19
et 7, 26. Mais c'est la Noël. Donc, le trimestre comprend Oh mon Dieu, c'est terrifiant. nous, Balayer tout. 24 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre réservé, donc déjà pris. Et Brossat, donc, il voulait venir en décembre, Brossat, tu te rappelles? Comment? Hier, Brossat. Brossat nous a dit qu'il voulait venir en décembre. Il ne reste plus que 19. On ne peut jamais de Brossat à 19. Et Brossat. On peut déjà se mettre à cette date-là. Et puis il y a deux dates. On peut déjà C'est se ça. mettre là. Alors on peut dire Brossat, on mettrait le 19 décembre. Ouais, spécifier ça. Il parlerait de ce qu'il veut, je ne sais pas quelle est son intention. Il nous reste le 24 octobre. Écoute, Thierry, alors dans ce cas-là, puisque tu as commencé là à enchaîner, peut-être pourrais-tu avoir la gentillesse de faire attention, parce qu'à ce moment-là, j'aurais eu le temps de dire à Alexandre de venir, parce qu'il doit parler autour de Courbet. Là, voilà une monographie qui sera celle d'un peintre engagé, révolutionnaire, et qui est très intéressant également du point de vue de tout ce que l'on expose ici. Donc, il faudrait mettre ici, alors si tu veux, Thierry Briot, sur un thème que tu choisis et que tu peux réfléchir à condition de le mettre et de le mettre sur, de me l'envoyer, de le mettre sur le programme, de façon à ce qu'on puisse afficher dans la semaine ici. Je pensais plutôt venir je pensais plutôt intervenir en janvier, moi, personnellement. Je pensais plutôt intervenir en janvier. Je risque de pas vraiment être prêt. Enfin, tu Et oui, mais qui va t'en mettre? Qui va T'es très près, mais il est très près. Il n'y a pas de très près problème. je suis très près de René, mais... Non, mais... Le 24, vas-y. Ah bon, mais mettons. Alors, le 7 novembre, il nous resterait le 7, il nous resterait le 7 et le 21 novembre, où il se peut que je demande, mais sinon je ne sais pas, je ne lui ai pas dit, il y avait Georges Bleuss qui voulait intervenir, mais je ne sais pas quand. Georges Bleuss, que vous connaissez vraisemblablement comme professeur d'art, mais qui lui aussi s'est retiré, donc il accepte de participer à mon séminaire, puisqu'il n'enseigne plus en activité, quelqu'un comme Alexandre Costanzo, sur... seulement là, il faudrait que je m'entende, alors... Il faudrait que je leur poste un mot aujourd'hui et on établirait alors le programme avec donc le 24 Thierry Briot, le 7 Alexandre Costanzo ou Georges Bleuss, le 7 novembre, le 21 novembre, Georges Bleuss ou Alexandre Costanzo, le 5 décembre, Lionel Soucage et le cinéma, et le 19 décembre, Brossat, à condition que ces personnes que j'ai signalées ici interviennent. Vous direz que moi-même, si j'interviens, parce que chaque fois, j'interviens. Là, tu aurais pu intervenir tout seul. J'interviens en présentation d'ordre général, mais donc j'interviens aussi dans le courant. Mais là, c'est pour donner une pluralité et une variété aux présentations. On pourrait déjà prospecter ce que je mets à titre de prospection dans le courant du trimestre. Il y avait la personne ici présente, Nathalie Perrin, qui qui achève plutôt sa thèse sur François Châtelet, et tu avais dit que la pensée, ou les écrits plutôt, puisque ce sont des écrits que tu as réunis, philosophiques, esthétiques et artistiques de François Châtelet, pourraient faire l'objet d'une présentation. Oui.
on peut faire les arts, on peut faire la fonction de l'art chez François Eh bien, Châtelet. c'est ça. Alors, quand on pourrait le mettre quand ça te gênera pas. On pourrait le mettre à partir de janvier. Si vous avez... Non, je peux... Non, je peux intervenir avant, si vous voulez. Vous me direz, c'est vous qui me direz. Et on ne peut pas avant, puisque Ah oui, d'accord, c'est bloqué. S'ils sont là. On peut intervertir, hein, si tu veux intervenir là. Ou alors s'il n'y a Non, personne. Ça Je va pas peux être t'avertir s'il n'y a personne. C'est François Châtelet. Je n'ai pas tout à l'heure. Et oui, c'est ça. Surestime, Mais alors, surestime. le mois de janvier commence quand? À partir du 9. S'il est trop près du premier, le jeudi ne va pas. Mais il faudrait prendre le second jeudi. Ah si, Le 9. Ah. C'est le 9. Moi, j'ai pas. C'est pas janvier. Le Tu 9 fais les janvier. jeudis. Non, j'ai pas le janvier parce que Non, ça va c'est être là. Nathalie. On n'a pas Le les 9. Et Le ça- 9 Le 9 janvier, le janvier, 9 c'est un jeudi. C'est un jeudi. C'est le Le premier 9. jeudi? Non, le premier jeudi, c'est le 2. Ah bon. Le... Le 2, Ah oui, c'est alors, le premier. Donc c'est le 9. Donc, il C'est faut... le 9. non, nous recommençons en janvier, le 9 janvier. Alors, nous établissons dans l'abstrait 9 janvier, 9 et 7, 16, 16 et 7, 23. 23. Non, c'est un peu alors. Bah, j'ai le 23. calendrier, donc c'est ça. 23 et 7, 30. 30, de sorte que ça nous conduit en février. Oui, Il n'y le a que 6. deux séances. En janvier. Janvier avec 2, oui. C'est En normal. janvier, oui. Oui. Eh bien oui, c'est marché. Dès qu'on aborde février, on a les congés généraux, tout le monde part, on ne sait pas où. C'est le 6 février. C'est ça le problème. 6 février. Et les congés d'hiver. Et là, tout en tu seras parti. Je ne les ai pas. À moins que tu fasses une communication depuis Taïwan, On fera une vidéo. avec C'est la ça. vidéo. Tu la filmes et puis on te filme comme ça. Et après, on projette. Oh, je pense que les congés généraux, c'est vers le 21. Quelque chose comme ça, c'est pas... Pardon. Les congés généraux, je pense que Ça c'est vers ça fin nous février. mènerait au 7 février. 6. 6 6 février. 6 février. C'est le 6. Si elle dit. Si elle dit, hein. C'est mon calendrier qui est 6 et 7, 13. 13. 13 et 7, 20. Après, c'est le 20. 20 et 7, 27, Oui. 27 et 7. 34. Est-ce que c'est une année bissextile? Oh, j'en sais rien. Que dit votre agenda? Est-ce que l'année est bissextile? Au mois de... Non, non, je crois pas. Au mois de mars, c'est le 6. 6 mars. Le Ça nous premier, c'est mène, le après 6. le 20, ça nous mène au Au mois de mars? 6. Au 6 mars. Ouais. Après le 20. Le 6 ou le 10 mars? Le 6. Le 6. C'est le 6. 6. 6. 2 fois 3? Oui. Oui. Ouais. Bon, on peut s'arrêter là, parce qu'il y a peut-être alors interruption semestrielle à ce moment-là. C'est possible pour le premier semestre. Oui. Ah, encore que le C'est premier facile à fixer, hein, on a un semestre. calendrier. On peut fixer toutes les dates si tu veux d'avance. On peut déjà fixer les dates parce qu'on a le calendrier. Hein. Oui, mais on n'a pas le calendrier universitaire. Pas les calendriers des vacances. On s'arrête Donc, à il y a janvier et après on va voir avec tous les. Ensuite, 6 On mars, est à mars là. 13 mars, 20 mars. Ah, d'accord, ça continue. On ne peut pas s'arrêter. Vous voulez vous arrêter. Vous allez jusqu'au mois de Mais c'est déprimant, on voit le temps passer. Ça me déprime, surtout en fin de thèse, on déprime quoi. On est déjà en Tu veux mars, revenir vous vous au rendez mars? compte? C'est catastrophique. Après le 6, c'est le 13. Après, c'est J'en le 20. suis au 20 mars. Oui, le 20 Au 20 mars. mars. Moi, de toute façon, Ah, vous aimez bien la prévision. j'aurais peut-être. Je serai sous la terre et fantôme sans Oh, René. Car les ombres myrteuses. Avec un rang, avec un rang. Comment on cela? Après, c'est 20 le 3 mars, avril. 27 mars. Après, c'est le 3 avril.
Et le 3 avril. Moi, j'ai pas alors, suivi à c'est partir à du 3 6. hein. Comment? Le 20 mars et le 3 C'est avril. le 20 mars après. Et ça va à une vitesse constante. Oh non, vous exagérez. Et ça. perturbablement, il y a Paul qui continue 3 J'ai un calendrier. 3 et 10. Ben, c'est facile, 10 ça. et Oui, après c'est le 17. Avril, hein. Avril, 17. avril. 17 avril, oui. 17 ou 19. 17. 17 avril. Ouais. Bon, pitié, alors arrête. Après tu arrives au 1er mai. Il ne faut pas Hein. qu'on sépare, Ça il n'y a marche pas pas. qu'à... Oui, voilà, Là, c'est bien. il y a des facteurs qui rentrent. 17, attends, continue alors. Après tu es au 1er mai. Tu es au 1er On va mai. faire, c'est vite fait. Je chaume, c'est le 1er mai. Ça marche pas, alors. Oh, il y a le 1er mai qui On est subvertit le 1er mai, on est C'est là. le 15 Non, mai. arrêtons alors le... Après, c'est le 8. Arrêtons le 1er. Le 8. 15, bah non, le 15. On est tous les 15 jours. Puis le 15, après c'est facile. C'est le 15 mai. Attention, le 8 mai, il y a aussi un problème. Voilà, On va donc être c'est le obligé, 15. si Le on 8 mai, veut- c'est si on veut férié. faire le C'est moindre pour les femmes. travaux fructueux, on est obligé de continuer jusqu'au mois Il y a d'août. 2 jeudis qui sont. Ça a fini. Sinon, on ne pourra rien faire. Ça a déjà failli finir comme ça l'année dernière. Ça va là Bah, Oui, bien sûr. Mais bon, pour l'anticiper comme ça, c'est pas Oui, évident. mais Moi, tu verras, là, il faudrait prendre le programme. je prends le programme et je vous fais. Eh oui, c'est ça. Je vais, ce programme en blanc, je ne vais pas l'envoyer à tout le monde, mais à ceux dont j'ai l'adresse électronique, je le ferai. Donc, je ferai le programme en blanc avec la notation déjà des prévisions. Donc à ce moment-là, ça nous lancera pour faire quand même les prévisions de... Vous voyez que c'est une année, hein, ce semestre est vite passé, c'est évidemment... et pourtant, la régularité de ce séminaire à 15 jours n'est pas mal. Il y a des séminaires qui sont beaucoup moins réguliers, il y en a qui durent... mais parfois, ils durent peu, mais ils sont plus serrés. Mais là, je préfère le faire durer tout au cours de l'année, même s'il est moins serré, parce que c'est plus commode. Parce que s'ils sont... il y en a qui sont contractés en 2 mois, alors... non. Bien travailler sur l'année. Faisons Il cela. faut bien travailler sur l'année. Oui, voilà. Faisons cela. Eh bien, je te remercie. Ah non, là, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. T'es venu avec? T'es venu sortir? Je ne pense pas non plus qu'on puisse se laisser guider par des catégories esthétiques qui proviennent, comment dirais-je, de mouvements entiers. Évidemment, on a le baroque, on a l'expressionnisme, on a le cubisme, on peut voir tout ce qui distingue, par exemple, le cubisme et le fauvisme, y compris l'expressionnisme ou du surréalisme, c'est-à-dire que le cubisme et l'impressionnisme sont vraiment des courants spécifiquement picturaux, qui sont organisés autour d'un travail spécifique, alors que le dadaïsme a quand même été initié par des littéraires, et le surréalisme également, qui ont embrayé sur la révolution picturale et formelle, qui ont emprunté beaucoup de choses à ces artistes-là, notamment le papier découpé, mais pour en faire toute autre chose, pour en faire souvent un art d'image, avec les ruptures qui m'intéressent tout particulièrement, des ruptures comme celle de Giacometti, qui a été donc expulsé du mouvement surréaliste parce qu'il voulait revenir au portrait, c'est-à-dire à l'analyse d'une forme, d'une tête, qui semblait être le comble de la banalité pour Breton, qui ne voyait là rien de particulièrement extraordinaire, si on se contente effectivement de l'analyser, d'en tirer de nouvelles sensations picturales. En réalité, si, il y a une révolution picturale avec Giacometti, puisqu'il renouvelle la forme. Ce qui compte, c'est de renouveler la forme. Ce n'est pas de la répéter pour en faire un sens poétique, c'est en faire une nouvelle forme, c'est-à-dire travailler le registre formel. Et cette confusion-là a été largement entretenue avec le pop art, à mon sens. Évidemment, je suis un peu dans une position délicate dans ce séminaire, dans la mesure où je tiendrai un peu peut-être le rôle de l'artiste critique qui ne se reconnaîtrait ni dans les autres arts, ni au fond dans certaines philosophies qui recouvrent ces différences entre les arts. Non plus qu'il y ait une sorte de loi du mélange des arts qui m'apparaît l'emporter largement dans les analyses existantes dans les philosophies les plus savantes au XXe siècle. Alors, si on pouvait redistribuer les positions des uns et des autres, je pourrais repartir de la fameuse expression sur laquelle on a beaucoup travaillé, en philosophie, notamment dans le milieu déridien, qui est le mot de Cézanne, « Je vous dois la vérité en peinture et je vous la dirai », qui est un mot donc tout à fait simple dans son énonciation première, et qui était donc une lettre destinée à Émile Bernard,
que Derrida, après d'autres, a repris, mais il en a fait effectivement toute une réflexion critique sur l'idiome en peinture et sur la spécificité peut-être aussi de la peinture. Mais selon moi, si on décline un peu ces 4 vérités en peinture, y compris le sens qu'on peut prêter à Cézanne, oui, pour enchaîner, j'aurais une position évidemment un peu plus critique sur les exemples que tu as donnés, notamment pour couvrir le XXe siècle et ouvrir la question de l'art contemporain, parce que c'est la question de l'art et de l'art contemporain quand même, ou de la société contemporaine qui t'intéresse. Non. Et donc, par exemple, toutes les références que tu as faites, que ce soit d'Adorno, Braque, ou l'expressionnisme, tu passes effectivement d'une forme d'art à une autre, tu pars d'un thème thématiquement assez prégnant, hein, où la mort et la vie sont très présents, où le hareng, bon, par son odeur aussi, fait question, métaphoriquement, mais on voit quand même, selon moi, qui suis donc à la fois peintre et philosophe de formation, ce que je trouve être une division plutôt originaire, et ce que j'avais développé dans ton séminaire l'année dernière sous le nom de plastique pur, dans la mesure où, par exemple, un objet quotidien pour les impressionnistes, c'est pas un objet spécialement subversif. Bas, ça ne met pas d'un matérialisme de bas, hein, au sens du matérialisme bas d'une certaine littérature, baroque notamment. Il s'agit au contraire d'étudier une forme et d'en créer une autre à partir de là. Et si on sait que, par exemple, quelqu'un comme Breton n'appréciait justement pas Cézanne, c'est qu'il ne faut pas oublier, il détestait Cézanne parce qu'on ne peut rien faire du tout pour lui. Parce que ce qu'il aimait, c'était effectivement des peintres qui étaient attachés à une expression plus littéraire de l'image, comme tu sais, donc Magritte, Chirico, qui ne sont pas des inventeurs de forme, qui sont plutôt des inventeurs d'image. Je me rappelle, l'année dernière, j'avais fait une sorte de ligne de partage qui était peut-être un peu polémique, enfin qui était destinée un peu à éclaircir la rupture qui pouvait exister, notamment autour de Duchamp et du dadaïsme, entre une peinture de forme, qui inclut l'abstrait, qui inclut l'expressionnisme, et puis une peinture, comment dirais-je, d'image, de sens, et qui pouvait d'ailleurs ne plus être peinture du tout, qui pouvait investir l'espace de la visibilité concrète, donc passer à l'installation comme tu l'as dit. Mais c'est quelque chose qui a été justement pointé par quelqu'un comme Adorno, qui s'est formidablement méfié, d'une manière très critique, de ce passage à la sortie de la peinture, ou du moins à la sortie des arts, de leur travail spécifique sur le matériau. Pour lui, l'art devait être formel, et il stigmatisait, au nom justement d'une réification véritable, un art qui devenait happening. Pour lui, c'était peut-être le compte de la réification. Donc on a un certain nombre d'auteurs radicaux, très critiques à l'égard de la société, qui ont vu au contraire, notamment avec le pop art, et c'était bien placé aussi pour la culture industrielle, dont ils ont vu l'apparition aux États-Unis, une réalité donc orchestrée d'ailleurs, parce que le marché de l'art américain a orchestré le néo-dadaïsme, avec la complicité de Duchamp qui a fait son comeback à cette occasion-là, avec des commandes, comme on sait, de Ruy Demel, il a refait tout ça lui-même sur commande. Donc là, il a véritablement institué son geste, et non pas créé une subversion originaire dans les années 10. Mais à telle fin de détruire la peinture, parce que son geste était antipictural, il l'exprimait délibérément, et il était antipictural d'autant plus fortement qu'il se réclamait la littérature. C'est-à-dire qu'il a joué délibérément la littérature contre la peinture, il parlait, j'avais cité ça l'année dernière, de tubes de littérature qu'il fallait injecter dans la peinture, pour, en fin de compte, engager une procédure d'extinction progressive de la peinture comme art spécifique. C'est quand même cette radicalité antipicturale qu'il faut avoir à l'esprit si l'on veut comprendre le geste de Duchamp. Donc il y a une anti-peinture qui travaille le dadaïsme à l'origine. Alors j'en veux pour preuve aussi ce que Braque pensait de la peinture, pour qui il s'agissait donc d'un travail tout à fait spécifique sur le matériau, c'est-à-dire les rapports. Il n'avait que ce mot-là à la bouche. Qu'est-ce qu'un rapport? Et c'est un mot cézannien. Qu'est-ce qu'un rapport plastique? Le mot plastique est également utilisé par lui, et par tous ces peintres-là, tous ces peintres cubistes, c'est-à-dire les éléments picturaux qui s'accordent et qu'il faut développer dans un espace pictural lui-même assez autonome, assez spécifique. L'invention du papier décollé, du papier collé plutôt, qui viendra effectivement décoller par le surréalisme, n'excède pas les règles et le cadre de l'art pictural, excusez Picasso. C'est pas parce qu'on a introduit un matériau effectivement un peu étranger, comme éventuellement de la terre, du sable et un papier journal, que l'on sortait des règles de la peinture. C'était bien évidemment l'utilisation d'un aplat beaucoup plus fort pour équilibrer toute la déstructuration de la forme qui caractérisait le premier cubisme, le cubisme analytique. Donc le rapport plastique est ce qui a guidé Braque véritablement, au point de susciter justement cette expression de la nudité éventuellement,
milité pour Giacometti à propos de Braque, il parlera de peinture nue dans les années 50. Il parlera de peinture nue. Je rebondis sur tout ce que tu as évoqué progressivement, mais en définitive, je ne crois pas qu'on puisse éclairer un art par un autre art. Parce qu'il tourne, il ne donne pas de réponse, comme toujours Derrida, puisque c'est son principe même qu'il faut comprendre, il ne donne pas de réponse au problème qu'il soulève. C'est ça. Or, le lecteur a toujours envie d'avoir une réponse. Par exemple, Cézanne, quand il parle de la vérité en peinture, donne une réponse relative, puisque la réponse de Cézanne, ça serait de faire ce qu'il appelle du poussin d'après nature, ou d'utiliser, de voir dans la nature essentiellement des cubes, des formes géométriques, dans une sorte de réduction qui est en même temps, ce n'est pas une réduction au sens péjoratif, mais c'est de ramener des choses confuses à des choses qui sont des choses claires, à des choses qui sont aussi claires que des combinaisons d'ordre géométrique et qui ont été utilisées, je parlais de Braque par exemple, d'une façon plus systématique encore, dans le cubisme, au moment où Braque, Picasso, Ranigris, etc., ont amorcé la voie de la rupture avec le colorisme des fauves vers le cubisme, en s'inspirant justement, en se recommandant de Cézanne. Or là, il y a aussi une recherche de la vérité. On voit très bien qu'il y a quelque chose qui est une recherche de la vérité en peinture. C'est pas la voie de Derrida, dans laquelle je ne me hasarderai pas d'ailleurs, mais puisque tu l'as abordé toi-même, je te laisse la parole. Mais on voit bien comment cette idée de la contestation du monde, de la fonction libératrice ou libératoire et en même temps révolutionnaire de l'art, est liée aussi à une question comme celle de la vérité, puisque c'est bien, si quelqu'un conteste, si quelqu'un envisage une autre forme de société, c'est bien au nom aussi, pas exclusivement sans doute, mais c'est bien aussi au nom de la vérité, donc de quelque chose qui est entendu dans le sens large, d'une vérité des rapports humains, de quelque chose. Prioritairement, la vérité en peinture, donc, en un premier temps, peut s'entendre effectivement, pas en premier temps, enfin, comme une peinture en effigie, une peinture représentée. Ça peut être aussi, d'une manière peut-être plus ambitieuse, mais ce n'est pas certain, la vérité de la vérité, la vérité essentielle. Une vérité. Oui, c'est ça, la vérité en peinture. J'essaie de Cézanne, oui. La vérité en peinture, l'expression. Je vous dois la vérité en peinture. Mais ce n'est pas, c'est en effet, tu as raison de faire appel à cela, qui est en relation, ce n'est pas directement en relation, mais c'est quand même tout à fait dans ce sens. Parce que moi j'insistais surtout, j'indiquais tout au moins dans quelle mesure la peinture ou l'art ou la peinture peut être contestataire, peut avoir une fonction de contestation, une fonction sinon révolutionnaire, tout au moins contestataire, justement dans le monde moderne. En dehors d'une idéologie explicite que l'art pourrait véhiculer. Donc, je ne sais pas, d'autres voies, le langage d'expression de l'art n'est pas un discours formalisé, il s'exprime par les couleurs, les formes, l'invention de ce que Deleuze a appelé des blocs nouveaux d'espace, comme la peinture, la musique des blocs de temps. Bon, ce sont des choses qui ont un moyen propre d'expression, et qui peuvent justement correspondre à l'idée d'une vérité. Et quelle est la vérité? Tu as raison de poser ce problème. Quelle est la vérité en peinture? Derrida
a consacré un gros livre qui s'appelle La vérité en peinture. C'est ça, tu l'as ici. Mais très difficile.